Le président congolais Denis Sassou Nguesso et le président français François Hollande devraient aborder la situation intérieure du Congo. Lors du discours à la nation du 30 juin dernier, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé la mise en place d'un cadre de dialogue national inclusif. Il se tiendra du 11 au 15 juillet 2015. Les discussions porteront sur l'organisation des prochaines élections et l'avenir des institutions. Ibrahim Ndiaye. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, donne suite aux consultations des forces vives. C'est lors d'un discours à la nation que le chef de l'État congolais a salué l'initiative des consultations des forces vives qui se sont tenues entre le 20 mai et le 4 juin 2015. Des échanges qui ont rassemblé plus de 400 personnes. Parmi elles, des anciens et nouveaux ministres, des députés, des sénateurs, des représentants des partis politiques, des agents de la société civile, des dirigeants des syndicats, des anciens combattants, des autorités traditionnelles, des chefs religieux et même des étudiants. Les consultations des forces vives de la nation auxquelles j'ai procédé ont été une expérience passionnante et utile. Un exercice unique et fécond. Le dialogue chez nous, dans nos traditions, je me permets de le rappeler, est porteur de progrès, de compréhension mutuelle, d'apaisement. Pendant 10 jours, le président s'est entretenu avec les participants à ces consultations. Les échanges se sont focalisés sur 2 sujets, la gouvernance électorale et l'avenir des institutions. Au-delà des nuances et des divergences, l'unanimité s'est formée autour de l'urgente nécessité d'aller à un dialogue national sans exclusive, sans préalable, sans a priori, afin que dans la confiance et la sérénité se dégage un indispensable consensus sur les questions à l'origine de profonds désaccords au sein de l'opinion nationale. Le président Denis Sassou Nguesso a ainsi mis en place une commission préparatoire du dialogue national. Ce dernier est prévu du 11 au 15 juillet 2015. De retour, monsieur Juste Prudence, vous êtes chargé de communication du Parti congolais du travail en France. Bienvenue. Bienvenue, merci, bonjour. Alors, vous avez pu suivre les débats qui ont commencé. Que vous inspire cette rencontre entre le président congolais et le président français qui devrait notamment aborder cette question de la situation intérieure du pays? Non, mais il faut dire que le parti pour lequel je suis militant est heureux de constater la venue du président de la République qui est ici en France dans le cadre d'une visite de travail. Donc cette visite de travail est pour nous autres Congolais aussi un moment de plaisir réel, car ça faisait un moment que nous n'avions pas rencontré notre chef de l'État. Le fait qu'il soit là, je crois que pour ceux qui étaient hier à l'aéroport, lors de la réception de sa venue, on a vu la ferveur dans la façon dont les Congolais se sont comportés. Et que le chef de l'État congolais et son homologue français François Hollande abordent la question justement de ce dialogue inclusif qui doit avoir lieu et de ce débat autour de la possible modification de la Constitution. Le dialogue national dans la contexture de notre nation est un moment important parce que le dialogue national dans le contexte africain, c'est un moment où l'on peut considérer comme étant le rassemblement des républicains. Oui, le chef de l'État, dans son discours à la nation du 30 juin dernier, a donné le cadre de ce dialogue inclusif. Dialogue auquel la majorité des Congolais, la société civile, les partis de l'opposition devraient y prendre part. Il est question de parler de l'avenir des institutions de notre nation. Il est question de parler de la gouvernance on va dire la gouvernance
gouvernance politique. La bonne gouvernance du pays. La gouvernance électorale plutôt. Voilà, le mot m'échappait. Donc voilà, c'est ça. Alfred, on en parlait tout à l'heure justement de cette rencontre entre les deux chefs d'État qui vont évoquer la situation intérieure du pays et notamment ce dialogue inclusif. Que pensez-vous de cette décision du chef de l'État congolais d'appeler à ce dialogue inclusif dans les prochains jours? Alors, Fanny, on vient de l'entendre. Le président Sassou Nguesso rappelait effectivement le contexte et le cadre dans lequel il a organisé ces rencontres avec les forces vives de la nation congolaise et les conclusions auxquelles il a pu aboutir, et notamment les deux questions qu'il va soumettre au dialogue national, ensuite éventuellement au référendum sur l'avenir constitutionnel, l'avenir électoral du Congo-Brazzaville. Alors, je veux dire que c'est dans le cadre de ses fonctions en tant que chef d'État du Congo-Brazzaville qu'il a organisé ces rendez-vous, ces rencontres. Maintenant, est-ce que c'était, j'allais dire, opportun? Y avait-il une opportunité politique pour organiser aujourd'hui, ici et maintenant, ces consultations? Comme je le disais tout à l'heure, en 2009, lorsqu'il est réélu, Denis Sassou Nguesso aurait pu poser cette question-là aux Congolais, puisque c'était dans la foulée de sa victoire, pour dire, bien voilà, j'ai été élu au terme justement de la Constitution actuelle de 2002, voilà, qui fixe la durée de l'éligibilité du président à 2 mandats et pas plus, qui fixe aussi la date de l'âge limite de présentation à l'élection présidentielle, et que, on l'a vu, en 2009, le général Ngwelo Ndele, qui avait atteint la limite d'âge, qui voulait se présenter, on lui a rappelé, la Constitution dit, vous avez plus de 70 ans, vous ne pouvez pas, il avait 71 ans à l'époque, il a été écarté. Je pense effectivement que aujourd'hui, il y a quand même au Congo-Brazzaville une sorte de brouillage un peu de la perspective politique. Certes, Denis Sassou Nguesso ne se prononce pas jusqu'à présent, il ne dit pas « je vais me maintenir coûte que coûte au pouvoir en août 2016 », mais il lance des pistes. Alors on peut lui poser aussi la question, Monsieur le Président, c'est très bien, le dialogue va avoir lieu, mais de quoi avez-vous peur après la fin de votre second mandat, par exemple? J'espère que là, l'élan de fraternité que Denis Sassou Nguesso manifeste vis-à-vis d'autres États, l'élan de générosité, de solidarité qui va l'appliquer au Congo-Brazzaville en respectant tout simplement les termes de sa constitution, même au terme de ces consultations, de cette consultation nationale, de ce dialogue national inclusif et pour le devenir du Congo-Brazzaville. Mais en dernier ressort, ce sont les Congolais eux-mêmes qui décideront. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui décideront s'ils veulent effectivement qu'il y ait modification de la Constitution. Mais les juristes, ils savent très très bien, au fond, qu'on peut modifier, mais il y a le principe de non-rétroactivité de la loi. C'est-à-dire, au fond, que lui, Denis Sassou Nguesso, a été élu au terme de la Constitution de 2002, et donc il ne peut pas exciper s'il y a changement de Constitution. Je vais vous interrompre. Le président congolais donc, est en train de sortir de son entretien avec le président français François Hollande. Le Congo s'est engagé dans une politique de grands travaux, mais là, une partie de la population estime que les résultats ne se font pas encore sentir. Qu'en pensez-vous? Non, mais je suis un de ceux-là qui sont des témoins oculaires de cette phase de réalisation. Je crois que le président de la République a engagé le pays dans une transformation réelle. Après ce que nous avons vécu en 97 et au-delà, le pays a été saccagé. Il était tout à fait normal que nous ayons un homme qui soit visionnaire pour essayer de remettre le pays dans le sens de la marche. Voilà pourquoi ces grands travaux étaient d'une importance capitale.
Aujourd'hui, avec la Direction générale des grands travaux et les réalisations qui sont sorties des cartons au Congo-Brazzaville, du nord au sud du pays, dernièrement, j'ai eu l'occasion de mettre le doigt sur cette réalité en étant à Sibiti pour voir une des phases de la municipalisation accélérée. J'ai vu comment le pays est en train de se transformer de l'intérieur. Ça fait l'ombre d'aucun doute, car... Alors, je vais vous interrompre, juste Prudence Soko, le président congolais s'exprime. De coopération entre le Congo et la France. Et le Congo et la France ont une vieille tradition d'amitié. Et Brazzaville, après tout, c'est la capitale de la France libre. Donc nous coopérons avec la France dans tous les secteurs et nous avons fait le tour de nos relations et avons conclu qu'elles se portent bien et elles ont un bel avenir. Monsieur le Président, comment va le Congo, comment va l'Afrique centrale? Bon, pas comme le reste du monde, le Congo, il va à son rythme et il vient quand même de très loin. Et il a connu des moments sombres de guerre civile et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que le Congo vit dans la paix, la sécurité et qu'il y a un réel progrès. Les observateurs honnêtes reconnaissent qu'il y a un réel progrès au Congo et nous pensons que nous allons continuer dans cette voie. Maintenant, l'Afrique centrale a ses problèmes que vous connaissez certainement, la République centrafricaine. J'en ai parlé avec le président Hollande. Boko Haram, les actions sur le Tchad et le Cameroun, nous faisons face. Est-ce que vous avez parlé également de la réforme des institutions au Congo qui va être débattue samedi au dialogue national avec le président Hollande? Et si oui, qu'a dit le chef de l'État français? Il faut poser la question au président Hollande. Nous pensons que le débat national dans notre pays se déroule de manière ouverte et le dialogue sera ouvert. Ça fait plus d'1 an que les Congolais parlent librement des affaires de leur pays sans entrave. Je pense que tout cela va bien. Merci. Merci. Alors, nous avons pu suivre l'intervention du président congolais Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État congolais qui s'apprête à partir du palais de l'Élysée à Paris en France où il a rencontré le président français François Hollande. Alors juste Prudence, on vient d'entendre le président congolais Denis Sassou Nguesso. Une première réaction peut-être à son intervention? Non, mais le président a tout à fait raison. Le dialogue s'inscrit dans une logique normale, dans le cadre de notre Constitution. Je pense qu'il a raison de parler du fait que les Congolais ont accepté ce dialogue d'une seule voix, parce que le dialogue inclusif, c'est le moyen qui permettra aux Congolais de s'acquérir d'un espace pour s'exprimer librement. Donc c'est un espace de liberté, d'expression. C'est un endroit où les Congolais de tous bords devraient venir s'expliquer sur l'avenir du pays. Alfred, donc c'est bien les sujets qu'on évoquait au début qui ont été abordés par les deux chefs d'État. Alors, est-ce d'après vous, il y a eu des résultats probants pendant cette rencontre? Quand on regarde, mais là aussi, dans l'interprétation des signes diplomatiques, la jubilation presque de Denis Sassou Nguesso, on peut imaginer effectivement que ça a été des entretiens francs, honnêtes, droits, directs et que chacun a pu avancer, défendre ses arguments, présenter ses dossiers. En tout cas,
on le voit, il sort très rasséréné de ce rendez-vous avec François Hollande. On peut imaginer effectivement que sur tous ces terrains-là, il y a eu des points d'accord, des garanties qui ont été données par l'un et par l'autre, et en tout cas sur la question justement du respect de la Constitution congolaise. Et au fond, que Denis Sassou Nguesso s'abrite derrière effectivement le dialogue national pour permettre aux Congolais de se réapproprier ou de s'approprier à nouveau cette question-là, montre effectivement que tout de même, ils sont arrivés quand même à une compréhension justement de l'enjeu de ce dialogue-là, où la nécessité de la paix, de la sécurité et puis du respect démocratique ont été au cœur de la chose. Juste, Président Soko, vous êtes d'accord avec ce que dit Alfred? Les rapports entre le président congolais et le président français sont francs? Oui, je pense que Alfred a tout à fait raison. Au regard de l'expression du chef de l'État, je crois de part et d'autre, oui. Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour comprendre que matériellement, je crois que les discussions se sont déroulées dans une ambiance bon enfant et que aujourd'hui, pour nous Congolais, nous nous inscrivons dans cette logique de dialogue qui doit se faire, qui doit commencer dans pas très longtemps, je crois plus précisément du 11 au 15 à Brazzaville. Alors Alfred, avant d'entendre l'intervention du président congolais, on parlait de cette politique de grands travaux menés au Congo. Est-ce que d'après vous, cette politique est une bonne politique pour le développement économique du pays, quand on connaît toutes les critiques quand même qu'il y a sur ces projets en cours qui ne sont pas terminés? Bien, quand on sait l'état dans lequel était le Congo-Brazzaville au sortir de la guerre de 97, effectivement, on peut dire que la reconstruction du pays participe justement de ces initiatives, de ces travaux qui permettent au niveau des infrastructures justement de promouvoir le pays. Maintenant, la question c'est de l'efficacité de ces travaux, du suivi et surtout de l'après-travaux, parce que c'est ça le vrai enjeu, c'est-à-dire on construit des infrastructures, l'aéroport Maya-Maya, l'aéroport d'Oyo, les routes, etc. C'est très bien. Mais quid de ces infrastructures dans 5, 10, 15 ans? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça va bénéficier à l'économie du Congo-Brazzaville? Est-ce que ça va permettre justement, en termes de la promotion de l'agriculture, facilement l'évacuation de produits vivriers de l'arrière-pays vers les lieux de consommation ou vers les lieux d'exportation? C'est toutes ces choses-là qu'il faut voir. Est-ce que la construction de ces travaux a respecté un certain nombre des normes écologiques, environnementales, etc. C'est tout cela qu'il faut pouvoir évaluer par la suite. Mais sinon, dans la transformation du pays, les infrastructures de base sont nécessaires. Alors, nous allons partir pour l'Élysée, à Paris, en France, donc où avait lieu la rencontre entre le président congolais et le président français. Notre envoyé spécial, Babylas Botton, s'y trouve, accompagné de notre éditorialiste, Djemal Taleb. Merci, nous sommes ici dans la cour de l'Élysée. Le président Denis Sassou Nguesso vient de finir son entretien avec son homologue français, François Hollande. Il a pris congé de nous, mais avant, il nous a fait quelques confidences, si je peux l'appeler ainsi. En tout cas, il nous a dit un certain nombre de choses. Et je vais me retourner vers Djemal qui va nous décrypter le message qu'a passé tout à l'heure le président Denis Sassou Nguesso. Alors, Djemal, qu'est-ce que vous avez retenu de message que vient de porter le président Denis Sassou Nguesso? Alors, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas été particulièrement bavard, et donc le message qu'il a donné est un message assez classique à la sortie de ce genre d'exercice. Le président Sassou Nguesso, donc le président Denis Sassou Nguesso, a dit en gros que les entretiens ont tourné beaucoup autour du Congo et puis autour de la République centrafricaine, qui est le sujet brillant. Et donc le président Sassou est le parrain, donc en quelque sorte. Et donc on peut évidemment imaginer qu'il a été beaucoup aussi de Boko Haram. Je crois que le président Denis Sassou Nguesso y a fait allusion aussi. Pour le reste, je crois qu'on est dans le cadre classique d'une visite de travail comme un président du Congo peut avoir.
part, vous savez, si j'avais des conseils à donner aux autorités françaises, je n'en ai pas, c'est de faire attention parce que les échanges entre le Congo et la France est dépassé depuis 20 ans plus de 50% des échanges du Congo. Ils sont aujourd'hui à moins de 35%. Ceux, à contrario de la Chine, étaient à moins de 10%, ils sont aujourd'hui à plus de 26%. Et donc, vous pouvez imaginer qu'un président de la République française soit attentif à des chiffres comme ça. L'ancien président François Mitterrand disait dans l'un de ses livres célèbres qu'au début de l'an 2000, ou en tout cas des années 2000, l'avenir de la France se trouve en Afrique. Il n'a pas tellement tort. J'ai bien peur que les autorités françaises aujourd'hui ne le comprennent pas. Parce qu'encore une fois, il y a une Afrique nouvelle, il y a une Afrique dynamique, il y a une Afrique qui va à une vitesse vertigineuse. Quelqu'un l'a comparé à un TGV et ce n'est pas tout à fait faux. On voit aujourd'hui donc évidemment le rôle important que joue le président Sassou Nguesso dans la stabilisation de la zone, parce qu'il y a encore des poches d'instabilité, mais globalement, sur le continent africain, ce n'est absolument pas le cas. Le Congo, donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse, est un pays particulièrement important, c'est un bassin pétrolier fondamental pour les relations avec la France et donc aucune autorité française n'est capable de le faire, de l'ignorer. Une question a été posée, bien entendu, c'est la révision de la Constitution, mais enfin on ose difficilement imaginer que le président du Congo soit venu demander une quelconque autorisation de la vie politique qui se passe de son pays. Donc la question ne se pose de mon point de vue, même pas une question. Merci beaucoup Djemal, chers téléspectateurs. Je vous renvoie à l'antenne pour la suite du débat. Merci. Alors c'était donc notre envoyé spécial Babylas Botton au Palais de l'Élysée en France, accompagné de notre éditorialiste Djemal Taleb. Alors juste prudence au coup, on l'a entendu, Djemal disait que l'avenir de la France se trouve en Afrique et que la présence française reculait au Congo. Est-ce que vous faites le même constat ? Non, je ne pense pas, parce que je crois que dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Congo, la France est un partenaire économique de longue date, un partenaire économique historique au Congo. Donc elle a un rôle très important à jouer dans le cadre de cette coopération. Non, c'est pas... je ne conçoit pas cette lecture-là qui vient d'être faite par votre collègue, parce que simplement, je pense que non, la France est parmi les pays dans le cadre de cette diversité de coopération considérée au Congo comme un acteur de premier plan. Donc, avec la Chine y compris et les autres. Voilà, donc je le vois plutôt dans cette optique-là. Alors Alfred, peut-être une réaction justement par rapport à l'analyse qu'a fait Djemal ? Moi, je dirais que, la France est le partenaire historique. 2, que la diversification des partenariats est une bonne chose pour le Congo-Brazzaville, mais pour tout État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ça a été la relation coloniale ou néocoloniale. Aujourd'hui, on sort de ce type de relation. On est aujourd'hui dans l'horizontalité, c'est plus la verticalité. Et dans cette horizontalité, effectivement, oui, on a des partenaires historiques qui sont importants, mais à côté, on va aussi avoir d'autres partenaires qui viennent équilibrer en quelque sorte. Et dans tous les cas, ce qui compte, c'est le partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que le Congo-Brazzaville gagne justement dans la pluralité, la diversification de ces partenariats? C'est ça le plus important. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de crainte à avoir de toute façon, puisqu'il y a des incontournables. Je dirais plutôt qu'effectivement, il faut aller vers la diversification de sources économiques du Congo-Brazzaville. Il faut aller vers l'agriculture, puisque ce bassin-là de la forêt équatoriale, dans ce bassin d'Afrique centrale, il y a des terres arables extraordinaires. Il faut exploiter justement ce sol-là pour la production agricole, éviter justement la dépendance alimentaire, toujours vis-à-vis de l'étranger, l'importation de biens de première nécessité, de première consommation en provenance de l'étranger. Alors pour évoquer plus précisément ce panorama économique du Congo et justement le processus de diversification économique du Congo, un sujet tout de suite de Birama Saonera. Au Congo, la municipalisation accélérée est un véritable outil de développement urbain. Créé en 2004, ce concept permet de doter la région qui accueille la fête nationale de plusieurs infrastructures. Chaque année, c'est plus de 300 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition de ces plans nationaux de développement. Chaque année, on choisit un département et on apporte la fête là-bas. Donc on se retrouve avec comme un package.
un package global pour affronter une communauté, apporter à cette communauté ce qui manque et faire la fête par la suite. Et vous voyez, après, c'est magnifique. Et l'unanimité a été établie parce que c'était la meilleure manière d'aménager le territoire de manière équilibrée, dans l'équité. Au Congo, l'impact du concept de la municipalisation accélérée sur la baisse du chômage est une réalité selon les autorités. Des 34,2% en 2011, la part des personnes sans emploi est descendue à 6,9% en 2013. Une baisse spectaculaire qui s'explique en partie par l'explosion de l'offre dans le domaine des grands travaux publics et de nombreux projets structurants. Il y a le facteur infrastructurel, notamment la construction des routes. Il y a les barrages, notamment le barrage d'Umboulou, il y a les ponts, il y a également le secteur minier qui a pris beaucoup d'ampleur. Il y a principalement la question de la municipalisation accélérée des départements qui a boosté effectivement les activités de plusieurs secteurs. Au-delà du concept, la municipalisation accélérée apparaît aujourd'hui au Congo comme un véritable vecteur de développement. Salué par une grande partie de la population, le concept de municipalisation accélérée au Congo constitue une véritable politique visant à renforcer le développement urbain et faire face à l'explosion démographique. L'objectif est aussi de mieux préparer l'avenir des générations futures à travers la réalisation d'infrastructures dans le pays. Alors juste Prudence Oko, on l'a vu dans le reportage, cette politique de municipalisation accélérée, de grands travaux, a permis la création de milliers d'emplois, de beaucoup d'emplois. Est-ce qu'une fois ces projets terminés, est-ce qu'on ne risque pas de voir ces personnes retourner au chômage ? Non, je pense que ces politiques sont un début. Un début dans un processus d'insertion, sinon de réinsertion de plusieurs catégories d'humains au Congo, on va dire des Congolais. La municipalisation accélérée est une politique visionnaire du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, au Congo-Brazzaville. Il a fallu regarder la carte géographique du Congo avant les municipalisations. Vous savez, depuis la colonisation, l'arrière-pays était complètement désenclavé. J'entendais mon voisin dire tout à l'heure que les politiques de municipalisation apporteraient quoi après? Mais moi je veux dire qu'au Congo-Brazzaville, les politiques de municipalisation sortent le pays du désenclavement, donc notamment pour l'acheminement des produits, économiquement parlant, l'acheminement des produits de l'intérieur vers l'extérieur, du nord au sud. Je pense qu'il y a des grands axes routiers qui sont construits. Lors de cette municipalisation, il faut aussi réaliser que nous avons construit au moins les 3/3 des routes qui manquaient avant. Donc c'est vraiment une politique visionnaire qui tire plutôt notre nation vers un processus de développement. Alfred, est-ce que c'est compliqué de pérenniser des emplois comme ça qui sont liés à des grands travaux, souvent des grands travaux d'infrastructure? Oui, naturellement, puisque c'est des travaux qui relèvent de la conjoncture. Les équipements vont rester, ça c'est plutôt dans la structure. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes formées pour assurer la relève, la continuité? C'est ça la vraie question. La municipalisation, c'est une bonne politique, mais il ne suffit pas justement de construire des infrastructures seulement. Il faut qu'il y ait des personnes formées pour les gérer ensuite, pour les rentabiliser, pour les entretenir, pour les tenir. Et là, il y a un défi majeur. Bien sûr, l'évacuation de produits agricoles, mais il faut former des agriculteurs, non plus comme à l'ancienne, à la houe. Il faut des entreprises agricoles, il faut de la mécanisation, etc., pour permettre justement une véritable production industrielle et permettre l'évacuation vers les lieux de consommation. C'est tout cet ensemble-là qu'il faut tenir. Parce que l'erreur consisterait simplement à se contenter des infrastructures, mais qu'il n'y ait personne justement pour se servir de ces infrastructures, pour les entretenir, pour les maintenir. On a vu tout cela un peu en Afrique, ces politiques des grands travaux
qui par la suite sont devenus, entre guillemets, dans certains cas, des éléphants blancs. Donc, tout le mal qu'on puisse souhaiter justement au Congo-Brazzaville, c'est que la municipalisation aille jusqu'au bout, c'est-à-dire former des personnes qui vont assurer la continuité, et ensuite, parce qu'il faut diversifier l'économie de rente aujourd'hui, c'est les hydrocarbures, mais il faut aller vers l'agriculture, parce que c'est un pays, comme la plupart des pays d'Afrique centrale, des pays agricoles. On a négligé l'agriculture pendant longtemps, c'est vers là qu'il y a des mines de richesse. De l'autre côté, il faut, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, former des gens pour qu'il y ait à la fois une classe moyenne qui émerge, pour permettre aussi à l'arrière-pays de bénéficier justement des retombées de toute cette politique-là. Ça, c'est plutôt le travail de longue haleine. Juste, Prudent Soko, est-ce que le Congo, est-ce que les autorités congolaises ont pensé justement à cette après-période de grands travaux, comme en parlait Alfred, de formation, d'entretien? Bien sûr, on ne peut pas concevoir une politique pareille de nos jours sans programmation. Je crois qu'il y aura une suite dans les idées. C'est-à-dire que au sortir de la guerre de 97, nous avons mis en place une politique appelée la Nouvelle Espérance. Cette Nouvelle Espérance sur laquelle nous avons pris appui pour pouvoir préparer les politiques actuelles. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup mieux élaborés, plus élaborés, je veux dire, pour pouvoir conduire tranquillement ces politiques. Et je pense que oui, les résultats ne se sont pas fait attendre. Aujourd'hui, la transformation du Congo par les politiques de municipalisation accélérée, menées ça et là, sont très très visibles. Donc voilà pourquoi nous autres Congolais, nous avons espoir et nous avons oui le droit d'avoir espoir dans ce processus. Alfred, on parle souvent des éléphants blancs, ces grands projets qui ne sont jamais terminés parce que manque d'investisseurs, parce qu'un investisseur lâche le projet en cours. Comment est-ce qu'un pays peut se prémunir contre ce risque? D'abord, par ce que nous disions tout à l'heure, la sécurité juridique, c'est-à-dire les contrats, les conventions qui lient l'État ou les États, le pays, aux entreprises qui viennent, à qui on a octroyé ces marchés. Donc, s'il y a les termes sont bien ficelés, effectivement, il y a là sécurité juridique. De l'autre côté, il faut des garanties en cas d'abandon, justement, des travaux en cours de route, pour pouvoir faire que si une autre entreprise reprend le projet, que ne puisse pas être pénalisé, mais puisse récupérer au fond une autre partie, justement, des frais justement d'assurance pour pouvoir continuer le projet. Ça, c'est de cette façon-là qu'on peut éviter justement les éléphants blancs. De l'autre côté aussi, il faut s'assurer que ce sont des entreprises évidemment pérennes, qui ne viennent pas seulement pour engranger des dividendes et puis qui se tirent tout de suite, parce qu'après, c'est l'État qui en prend pour ses finances. Donc il y a toute une série de garanties comme ça dans le droit des contrats qui sont signés avec les grands groupes étrangers qu'il faut avoir présent à l'esprit. Juste, Prudent Soko, est-ce que les autorités ont conscience des dispositions à prendre justement contre ces éléphants blancs? Bien sûr, madame. Au Congo-Brazzaville, il y a tout un dispositif juridique qui est pris en compte dans cette élaboration. Je crois que nous avons mis en place actuellement un arsenal juridique pour prévenir de ces cas. Aujourd'hui, on parle de l'exécution du nouveau code des marchés publics au Congo-Brazzaville. C'est parce que, bien évidemment, nous nous sommes rendus compte de toutes ces pratiques de travers qu'on retrouve dans la plupart des cas dans des pays africains. Donc je pense qu'il y a de la prévention dans la façon de voir et d'élaborer des choses. Nous avons fait de l'anticipation. C'est pas peut-être au niveau des résultats, ça peut paraître peut-être pas juste à 100%, mais nous faisons des efforts. Il y a une volonté politique derrière tout ça. Alors juste, Prudent Soko, toute autre chose, les Jeux africains auront lieu au Congo, donc cette année. Où en sont les préparatifs ? Non, mais les Jeux africains sont un moment émouvant, non seulement pour le Congo-Brazzaville, c'est pour l'Afrique tout entière. Vous savez, le
le Congo a cette chance historique d'avoir été, Brazzaville plutôt, d'avoir été capitale de la France libre, capitale, le président de la République l'a dit d'ailleurs, capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc nous avons en fait cette nature-là à vouloir voir des choses au-delà de la nation. C'est-à-dire nous nous considérons africains. Voilà pourquoi je pense que les Jeux africains, justement, qui se tiendront à Brazzaville, c'est un moment que je considérerais comme étant le rencard des Africains, tout d'abord. Et un moment de plaisir et de partage que nous allons vivre au Congo. Et d'ailleurs, avec, après toute cette querelle, les discussions politiques, des avis de personnes, postures, tout ça, il est tout à fait normal que nous nous y retrouvons pour penser un peu à autre chose que la politique. Alfred, c'est bénéfique pour un pays lorsqu'il accueille comme ça une compétition comme les Jeux africains? Ah oui, c'est une compétition internationale où toute la jeunesse africaine se retrouve pendant un moment. C'est une vitrine pour le pays aussi. On parle de la paix, de la stabilité. L'organisation des Jeux consacre en quelque sorte la confiance que les instances panafricaines des Jeux, confiance que ces instances accordent justement au Congo-Brazzaville. Donc c'est une vitrine effectivement. Alors maintenant reste à voir comment ça va se dérouler, comment va être l'accueil, comment va être l'atmosphère, l'ambiance, mais tout cela le Congo sait faire, donc je ne me fais pas de soucis pour ça. Juste Prudence Soko, le Congo peut donner toutes ses assurances pour que cet événement se passe dans les meilleures conditions? Bien sûr, le président de la République a pris des engagements. Nous allons faire en sorte que les choses se passent dans un climat, j'ai dit, africain. Donc, nous, au niveau des considérations, nous allons au-delà de la considération purement et simplement congolaise. Nous pensons que c'est un moment de fête. Et donc il faut sécuriser ce moment-là où nous aurons non seulement affaire aux Congolais, mais à nos frères et sœurs, comme le disait mon voisin à côté, que les Congolais, les jeunes, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine devraient se retrouver à cette occasion pour diverses formes d'expression sportive. Alors Alfred, revenons un peu au partenariat économique, ou plutôt on va dire au panorama économique du Congo. Vous parliez tout à l'heure de la diversification économique. Dans quel domaine le Congo peut-il investir davantage pour justement éviter de ne dépendre que de la manne pétrolière? Moi, je reste convaincu que l'agriculture reste vraiment le domaine où le Congo-Brazzaville peut diversifier son économie et trouver des dividendes. Mais pas seulement le Congo-Brazzaville, ça c'est vraiment pour toute l'Afrique centrale. L'agriculture reste un secteur qui est très peu exploité, très peu exploré par les États, alors que c'est un gisement important justement non seulement de revenus, mais de travail aussi à la fois pour la jeunesse formée, pour les entreprises, pour la production nationale. Si on veut arriver véritablement à l'indépendance alimentaire, à l'indépendance agricole, il faut effectivement investir massivement dans l'agriculture. Alors l'agriculture, c'est pas seulement la terre, c'est aussi l'élevage, c'est aussi la pêche, etc. Tous ces secteurs-là peuvent être développés encore. Juste Prudence Soko, vous êtes d'accord avec Alfred? L'agriculture, ça peut être un secteur d'avenir pour le Congo? Oui, tout à fait, mais j'ajouterais une autre dimension, une dimension secondaire à cela. Alfred a tout à fait raison. L'agriculture, le disait Indira Gandhi, le magma, un peuple qui ne produit pas, c'est un peuple suicidaire, un peuple qui tend à la mort, à la disparition, à sa disparition, sa propre disparition, et à son extinction. Au-delà de l'agriculture, qui est la base, la fondation, bien sûr, un peuple doit produire pour pouvoir se nourrir, afin d'assurer sa propre indépendance. Mais il y a aussi, je pense, le problème crucial qui dérange l'Afrique d'une façon générale, le problème de l'absence des services. Je vois par exemple en RDC que ce secteur est nettement un peu plus développé. Je pense que ça peut servir d'exemple pour que d'autres États aux alentours puissent profiter de ce génie de nos frères de la RDC pour développer le secteur de services qui est un secteur générateur d'emplois.
Mais est-ce que les autorités congolaises ont pris conscience de cette nécessité de développer ces autres secteurs? Je pense que oui. Nous avons lancé, nous avons par exemple des zones qui sont consacrées au développement industriel, déjà programmées. Nous avons par exemple la zone de Maluku, qui est une zone qui est consacrée à la construction de plusieurs usines, dont d'autres ont commencé déjà à fonctionner. Je crois qu'il doit y en avoir 5 ou 6, mais 2 sont déjà en fonction. Je pense que les autorités congolaises sont conscients du fait que ce pays doit se développer considérablement de plus en plus et tous les jours. Merci. Alors, je vous rappelle, le président congolais Denis Sassou Nguesso a rencontré ce mardi au Palais de l'Élysée le président français François Hollande, avec qui il s'est entretenu sur plusieurs sujets, dont la sécurité, les partenariats économiques, mais aussi le dialogue intérieur au Congo. Je vous propose d'écouter le président congolais. Nous avons abordé tous les sujets de coopération entre le Congo et la France. Et le Congo et la France ont une vieille tradition d'amitié. Et Brazzaville, après tout, c'est la capitale de la France libre. Donc nous coopérons avec la France dans tous les secteurs. Et nous avons fait le tour de nos relations et avons conclu qu'elles se portent bien et elles ont un bel avenir. Monsieur le Président, comment va le Congo? Comment va l'Afrique centrale? Bon, pas comme le reste du monde. Le Congo, il va à son rythme et il vient quand même de très loin. Et il a connu des moments sombres de guerre civile. Et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que le Congo vit dans la paix, la sécurité et qu'il y a un réel progrès. Les observateurs honnêtes reconnaissent qu'il y a un réel progrès au Congo et nous pensons que nous allons continuer dans cette voie. Maintenant, l'Afrique centrale a ses problèmes que vous connaissez certainement, la République centrafricaine. J'en ai parlé avec le président Hollande. Boko Haram, les actions sur le Tchad et le Cameroun, nous faisons face. C'était donc un extrait de l'intervention du président congolais Denis Sassou Nguesso à sa sortie du Palais de l'Élysée à Paris, en France. Juste Prudence Oko, merci d'avoir été là. Merci. Alfred, merci également. Merci beaucoup, Fanny. Donc c'était cette émission spéciale consacrée, donc je vous le rappelle, à la visite du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, en France. Il a rencontré le président français François Hollande au Palais de l'Élysée. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos envoyés spéciaux à Paris. À bientôt sur Africa 24.